Merci de nous rejoindre dans l'édition de l'information de ce mardi sur A12 Télévision, le sommaire de ce journal. L'État de Côte d'Ivoire vient de lever avec succès un fonds de 60 milliards de francs CFA auprès de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Ces fonds sont destinés à financer le raccordement de 800 000 foyers au réseau électrique. Les agriculteurs plaident pour une revalorisation des prix d'achat de leur production. C'est le combat qu'a décidé de mener le SINAREPSI à l'issue de son assemblée générale extraordinaire. La junte au Niger et le gouvernement américain ont finalement abouti à un accord sur le retrait des troupes américaines du sol nigérien. La date butoir convenue est fixée au 15 septembre. 60 milliards de francs CFA, c'est le montant des fonds levés par la Côte d'Ivoire auprès de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Cette levée de fonds vise à financer le raccordement à l'électricité de 800 000 foyers, essentiellement en milieu rural, dans le cadre du programme Électricité pour tous. Les précisions avec la télévision ivoirienne. C'est une bouffée d'oxygène pour le programme Électricité pour tous et une bonne nouvelle pour les populations, notamment rurales, qui attendent toujours de sortir de l'obscurité. Le Fonds commun de titrisation de créances Électricité pour tous 2023-2028 est désormais coté à la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. Et cela après l'émission de 6 millions d'obligations qui s'est déroulée du 30 octobre au 20 novembre 2023 avec succès. Ce programme a permis à 1 700 000 ménages d'avoir accès à l'électricité. Donc c'est un programme qui existe depuis 2014. Aujourd'hui, nous passons en titrisation parce que la demande sur le terrain est très forte. Et malheureusement, les moyens de l'État on ne peut pas tous les diriger sur ce programme. Donc il faut trouver d'autres sources de financement, il faut innover sans que ça ne soit sur le poids de l'État. Donc nous sommes venus en bourse chercher cet argent. Il y a eu 60 milliards qui ont été levés qui permettront d'exécuter 400 000 branchements. Et la phase 2, il y aura aussi 60 milliards qui vont être levés pour exécuter également 400 000 branchements. Donc l'ensemble du programme permettra d'exécuter 800 000 branchements. Donc il y aura 800 000 foyers qui auront accès à l'électricité à moindre coût. Les acteurs de l'écosystème du marché financier sous-régional ont bien accueilli cette opération. Les responsables de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM se sont félicités d'accueillir un nouveau titre à la cote. La BRVM encourage les acteurs de l'économie sous-régionale à solliciter le marché financier pour financer les projets structurants de leur économie. L'Université de Mont a abrité le 16 mai dernier la 4e édition des rencontres avec les institutions orientées dans le sens de la lutte contre la corruption. Le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Zoro Epiphane Ballo, s'est évertué à sensibiliser les participants sur la nécessité de tourner le dos à la corruption pour une meilleure répartition des fruits de la croissance. Plus de détails dans cet élément. Afin de sensibiliser les fonctionnaires, étudiants et autorités administratives sur la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques, l'Université de Mont abritait le 16 mai dernier la 4e édition des rencontres avec les institutions. Ce rendez-vous organisé à l'initiative du haut représentant du chef de l'État, Gilbert Koné Kafana, avait pour principal invité le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Zoro Epiphane Ballo. Durant 2 heures de temps, la sentinelle de la moralisation de la vie publique en Côte d'Ivoire a instruit les participants sur le thème « Lutte contre la corruption et la malgouvernance en Côte d'Ivoire ». De précieux enseignements dont il s'est félicité au vu de la réaction de l'auditoire, car, affirmera-t-il, les étudiants et l'ensemble des participants ont montré un réel engagement à lutter contre la corruption pour que les fruits de la croissance soient équitablement partagés. Cette 4e édition des rencontres avec les institutions, notons-le, a vu la présence de Klubali Issoufou, représentant le haut représentant du chef de l'État. Le SINAREPSI, le syndicat pour la revalorisation des planteurs de Côte d'Ivoire, organisé ce samedi 18 mai son assemblée générale extraordinaire. Une occasion pour ce regroupement d'agriculteurs de plaider auprès de l'État de Côte d'Ivoire en faveur d'une révision à la hausse des coûts borchants des productions agricoles afin d'améliorer la condition du planteur. On suit cet élément. Revaloriser la condition du planteur, c'est le cheval de bataille du syndicat national pour la révalorisation des planteurs de Côte d'Ivoire, SINAREPSI. Ce samedi 18 mai,
Ce regroupement syndical organisait dans le quartier de Yopougon son assemblée générale extraordinaire dans le but de redynamiser ses différentes délégations reparties à travers le pays. Pour le SINABREPSI, cette réorganisation répond au besoin de lutter en faveur d'une amélioration des prix des produits agricoles pour la campagne 2024-2025. Pour le secrétaire général du syndicat, Valentin Kouaili, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Pour la campagne agricole en cours, le syndicat propose des coûts d'au moins 3 000 francs CFA le kilogramme pour le cacao, 1 000 francs CFA pour l'anacade et au moins 500 francs CFA pour le coton. Un mot de religion à présent pour dire que l'archevêché catholique d'Abidjan a un nouveau chef. Il s'agit de Monseigneur Ignace Bessi Togo, désigné par le pape François en remplacement de son prédécesseur Jean-Pierre Coutois. L'archevêché de l'Église catholique à Abidjan a un nouveau patron. Selon une information diffusée ce lundi 20 mai, Monseigneur Ignace Bessi Togo, jusqu'alors archevêque du Koroko, vient d'être nommé archevêque métropolitain d'Abidjan en remplacement de Monseigneur Jean-Pierre Coutois. Concomitamment à ses fonctions d'archevêque du Koroko, le nouveau promu occupait de 2021 à 2023 le poste de président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Cette nomination marque pour lui un renouvellement de la confiance du souverain pontife, le pape François, pour un homme de foi ordonné prêtre en 1987. Hors de nos frontières au Niger, la junte au pouvoir et les commandements militaires américains en Afrique sont parvenus lundi à un accord sur un chronogramme pour le retrait des troupes américaines basées dans le pays. Selon les termes convenus, la base américaine installée sur place pour surveiller les activités des groupes terroristes dans le Sahel doit être évacuée d'ici au plus tard le 15 septembre. Les États-Unis et le Niger ont convenu que les troupes américaines quitteraient le pays au plus tard le 15 septembre 2024. Dans un communiqué commun, les deux pays ont déclaré être parvenus à un accord de désengagement pour effectuer le retrait des forces américaines qui a déjà commencé. Les États-Unis comptent sur le Niger comme base principale pour surveiller les activités djihadistes régionales. L'accord a été conclu à l'issue de négociations marathon entre les deux pays à Niamey. La junte militaire qui a pris le pouvoir l'année dernière a déjà ordonné le départ des troupes françaises tout en se rapprochant de la Russie. Le porte-parole militaire, le colonel Amadou Abdrahman, a accusé les États-Unis d'élever des objections quant aux alliés choisis par le Niger. Les tensions se sont accrues entre les États-Unis et le Niger après le renversement du président élu Mohamed Bazoum l'année dernière. En mars, le Niger a annoncé la fin de son accord militaire avec les États-Unis. Certes, la tentative de coup d'État a avorté, mais l'incertitude plane sur la stabilité du régime Tshisekedi. Les affrontements de ce dimanche sont-ils un signal avant un coup d'envergure? Analyse dans cet élément. C'est un scénario que personne n'aurait vraiment prévu. Alors que le front à l'est de la RDC cristallise les attentions au niveau international, c'est à Kinshasa et de surcroît dans le quartier de la Gombe que des crépitements d'armes automatiques affolent les Kinois. Un groupe de miliciens visiblement proche de l'ex-officier des FARDC, Christian Malanga, pénètre dans l'enceinte du palais présidentiel dans une tentative de coup d'État tout à fait révolutionnaire dans son déroulé. Les putschistes filment en direct sur les réseaux sociaux. Très vite, ils marquent la conscience populaire. Ils descendent le drapeau national congolais et déploient celui de l'ex-Zaïre. Une nostalgie frénétique du moboutisme. Déjà qu'à l'Est, les forces congolaises peinent à résister aux avancées des rebelles du M23, ce coup d'éclat survenu ce dimanche à Kinshasa interroge sur la solidité de l'appareil sécuritaire congolais. Le deuxième point à relever, ce serait de s'interroger sur la sécurité même autour du président de la République. Et effectivement, la facilité avec laquelle le groupe mené par Christian Malanga s'est introduit dans un des secteurs les plus sécurisés du pays interroge fortement. A-t-il bénéficié de complicité en interne au sein même de l'appareil sécuritaire autour du président de la République? Et puis, quels sont les véritables commanditaires de cette tentative de coup d'État qui ressemble fortement à une sorte de crash test, un avertissement adressé à Kinshasa plutôt qu'à un coup savamment pensé et projeté pour réussir? Le troisième point serait de resituer tout ceci dans un contexte, un climat politique extrêmement tendu. On a des partis politiques de l'opposition, on a la société civile, on a le clergé qui sont montés au créneau.
Il y a également de nouveaux groupes politico-militaires tels que l'Alliance Fleuve Congo qui ont fait irruption également dans le débat politico-sécuritaire. Donc tout ceci vraiment crée une situation extrêmement tendue pour Kinshasa. Enfin, il faut faire un parallèle avec la situation sécuritaire à l'est du pays où les rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise avancent dangereusement vers des villes stratégiques telles que Goma. Donc la situation est extrêmement tendue et ce coup de semonce, cette tentative de coup d'État vient simplement rappeler la fragilité même de la situation sécuritaire et politique en RDC. Je finirai en disant qu'il faut probablement s'attendre à un durcissement des positions du pouvoir en place à Kinshasa. Il y aura forcément des conséquences à la fois en interne, à l'international, à mesure que le régime, que le pouvoir découvrira qui sont les véritables commanditaires de cette tentative de coup d'État. Serait-ce un avertissement sans frais pour le régime de l'UDPS avant une action plus décisive d'éventuels ennemis de Fachi tapis dans l'ombre? Rien n'est moins sûr. En route pour un deuxième quinquennat, le fils de l'opposant historique à Mobutu, Étienne Tshisekedi, est averti. Surtout qu'une déstabilisation de son régime dans les conditions actuelles pourrait avoir des conséquences imparables sur la résistance de l'armée congolaise sur les différents fronts où elle est engagée. En Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma ne pourra pas se présenter pour les élections générales prévues le 29 mai prochain et censées déboucher sur le renouvellement du Parlement. La décision émane de la justice sud-africaine qui invoque une condamnation dont fait l'objet le successeur de Thabo Mbeki depuis 2021. Dans son tout nouveau parti, on resserre les rangs pour aller à l'assaut du Parlement et ainsi espérer modifier la Constitution. La plus haute juridiction sud-africaine a statué lundi que l'ancien président Jacob Zuma n'était pas éligible aux élections parlementaires de ce mois-ci. Et ce en raison d'une condamnation pénale. En 2021, Zuma a été condamné à 15 mois de prison pour ne pas s'être présenté à une enquête pour corruption. Il s'agit du plus haut tribunal du pays et nous ne pouvons pas contester cette décision. Mais c'est à nous, en tant qu'exécutif, de décider quoi faire à partir de maintenant sous la direction de Jacob Zuma. Je pense que cette décision dit essentiellement que le président Zuma n'ira pas au Parlement. Mais la décision du parti MK est simple. Nous recherchons une majorité des 2/3 pour modifier la Constitution. C'est lorsque nous aurons modifié cette Constitution que le président Zuma se présentera au Parlement. Alors notre devoir, c'est d'y travailler. Zuma, 82 ans, a été contraint de quitter ses fonctions de président en 2018. Après sa séparation du Congrès national africain ANC au pouvoir, il a fait campagne pour un nouveau parti appelé Umkhonto we Sizwe du nom de la branche armée formée par l'ANC. Difficile d'évaluer avec précision le nombre de personnes tuées dans l'effondrement d'un immeuble en démolition survenu ce lundi à Nairobi au Kenya. La plupart des victimes ont péri alors qu'elles étaient allées chercher leurs affaires dans les décombres. Le gouvernement kényan procède à une série de démolitions de bâtiments dans les quartiers précaires en raison de la forte mortalité causée par les récentes inondations qui ont fait des centaines de morts. Plusieurs personnes sont restées coincées sous les décombres après l'effondrement soudain d'un immeuble au Kenya. Des témoins oculaires ont déclaré que de nombreuses personnes étaient piégées après être retournées récupérer leurs affaires pendant la suspension des travaux du bâtiment de 3 étages en cours de démolition. Un chef de la police locale a confirmé qu'une seule personne avait été retrouvée vivante. Il y a peut-être 8, 9 ou 10 jeunes hommes qui sont piégés là-dedans. Jusqu'à présent, tout allait bien, mais le gouvernement nous a tellement déçus aujourd'hui. Les secours sont arrivés trop tard, après 5 heures sans aucune aide. Les autorités kenyanes ont ordonné l'évacuation et la démolition de plusieurs bâtiments dans la zone côtière de Nairobi, la capitale. Cette décision intervient dans le cadre des inondations généralisées dans tout le pays, provoquées par les fortes pluies. Alors que les gens essayaient de récupérer leurs affaires,
Le bâtiment a commencé à s'effondrer. Ceux qui ont entendu des cris annonçant l'effondrement du bâtiment sont rapidement sortis, mais ceux qui se trouvaient aux étages supérieurs ont eu peur de sauter et le bâtiment s'est effondré avec eux à l'intérieur. J'ai vu 2 personnes se faire écraser. Les inondations sont alimentées par des précipitations exceptionnellement fortes pendant la saison des pluies au Kenya, qui commence en mars et s'étend parfois jusqu'en juin. Dans l'actualité au Proche-Orient, le chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahou a critiqué avec virulence l'annonce par le procureur de la CPI de sa volonté d'émettre un mandat d'arrêt contre lui-même et son ministre de la Défense Yoav Gallant. Jérusalem dénonce un acte d'antisémitisme de la part du juge britannique. Washington la juge scandaleuse. Le point avec la rédaction d'Euronews. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réagi avec colère à l'annonce par la Cour pénale internationale d'un mandat d'arrêt à son encontre. Le procureur général de la CPI, Karim Khan, a déclaré qu'il existait des motifs raisonnables de croire que Netanyahou et son ministre de la Défense, Yoav Gallant, étaient pénalement responsables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité qui auraient été commis à Gaza. Mais la Cour étudie également la possibilité de délivrer des mandats d'arrêt à l'encontre de 3 hauts responsables du Hamas pour des chefs d'accusation similaires. Si la France dit soutenir la CPI, son indépendance et la lutte contre l'impunité, le président américain Joe Biden a qualifié cette décision de scandaleuse, déclarant qu'il n'y avait pas d'équivalence entre Israël et le Hamas. Le département d'État a déclaré que la CPI n'était pas compétente pour enquêter sur cette affaire. This decision does nothing to help and could jeopardize ongoing efforts to reach a ceasefire agreement that would get hostages out of Gaza and surge humanitarian assistance in. La nouvelle a suscité des réactions mitigées dans les rues de Tel Aviv, ville qui a connu des semaines de manifestations massives exigeant de l'administration Netanyahou qu'elle fasse davantage pour obtenir la libération des otages toujours détenus à Gaza. אני לא מבינה באיזה עולם אנחנו חיים שבו יש סימטריה בין ראשי ארגון טרור שביצעו טבח המוני לבין ראשי מדינה שנבחרו בדרך דמוקרטית. Difficile pour le moment de connaître la réaction des Gazaouis à cette annonce de la CPI. Les juges de la CPI vont maintenant examiner les preuves et décider si des mandats d'arrêt peuvent être délivrés à l'encontre des dirigeants d'Israël et du Hamas. Fin de cette édition, merci de votre attention. On se dit au revoir et à demain sur A12 Télévision.